tu as l'affiche pendant 5 ans. Ouais. En même temps, tu as ton émission donc de radio à Génération, Sans d'encre. Tu fais même une compile qui s'appelle Sans d'encre. Exactement. Mais en fait, pour les gens qui aiment le rap et qui nous écoutent, je veux qu'ils comprennent que tu es à l'époque où Time Bomb arrive, tu es à l'époque des X-Men, tu es à l'époque de la crème du rap français, où le rap français commence à avoir des textes plus profonds, plus engagés. La punchline arrive dans le rap français. Pour moi, c'est cette période-là, c'est la période là. C'est magique. Ah non, cette période elle devait être incroyable. J'imagine même pas les scènes que tu as dû voir, les séances d'enregistrement que tu as dû voir. C'était extraordinaire. Est-ce que tu as, avant la période 45 scientifique, est-ce que tu as une scène ou une séance d'enregistrement qui te marque, où tu as assisté, où tu te dis, c'était un truc de dingue? Push Fiction déjà. Ouais. Push Fiction. Ouais. Avec tout le monde dans la cabine en train de chanter le refrain. Oh là là. Booba qui est en train de préparer son couplet qui va poser. Aïe, aïe, aïe. S'il y avait première classe. S'il y avait les téléphones comme aujourd'hui. Mais ça aurait été, tu vois, c'était légendaire. En plus, cette période, il n'y a pas, c'est pas encore les DVD. Non. Il n'y a pas encore les street DVD. Il n'y a rien. Là, c'est juste. T'as juste la chance d'écouter quand ça sort quelque part, si t'as la chance. Mais moi, je participais. Ouais, toi, tu vois. Moi, je participais aux séances. Enfin, j'étais spectateur des séances. Oh là donc, là. du coup, tu vois, par exemple, voilà, Push Fiction, première classe, je sais pas, je sais plus. Jams, je me rappelle de Jams aussi. Il y a eu beaucoup de. Ah, t'as dû voir des moments cultes. Ah, c'est incroyable. Culte. C'est incroyable. Et donc, arrive donc la période finalement donc où tu rencontres ce qui va devenir le label 45 scientifique. Qui tu rencontres en premier dans le groupe? En fait, c'est assez spécial. Ok. Moi, mon père travaillait chez Renault. D'accord. Donc, du coup, quand j'étais jeune, c'était les colonies de vacances Renault. D'accord. Et Brahms et Yahya, de Malek Almort, aussi. Donc, parce que mon père travaillait à Boulogne. D'accord. Au Renault de Boulogne. Oui. Tu vois. Donc, du coup, nous, on s'est rencontrés en colonie de vacances, gamin. Incroyable. Gamin, vraiment gamin, tu vois. Et donc, plus tard, on est au Divan du Monde. Je me rappelle, je tombe sur Brahms. Je fais non et tout, je reconnais, tu vois. Après, je dis, ah ouais, et tout. Et alors, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, j'ai un groupe qui s'appelle Malek Almort. Je fais, non, c'est vous, Malek Almort. Tu sais, c'est pas de truc. Toi, tu l'as entendu, mais tu sais pas qui est derrière. Et je savais pas qu'il en faisait partie, tu vois. Ouais. Et toi, moi, l'affiche, magazine L'Affiche, non, et tout. Et après, il y avait Booba dans la soirée, tout ça, etc. Et trucs. Et c'est là que se font les premières connexions. Et voilà, ça, c'est pour la partie un peu spéciale, connaissance, tu vois, comme ça. Et moi, en fait, tu vois, le bar pour lequel je travaillais, dans 78, tu as les Little qui se produisent là-bas. D'accord. Donc, j'assiste au concert et il y a DJ Sa qui passe devant moi. Pour les gens qui ne savent pas, les Little, c'était un groupe de rap. Allez voir, taper sur YouTube, allez sur Deezer, Spotify, allez écouter les morceaux, ça fait de la SACEM, ça fait de la... Un gros big up à Sulibi, mon gars. Voilà. Et donc, ce DJ Sa qui passe, je me présente et je lui dis, voilà, je travaille pour le magazine L'Affiche, je développe une rubrique qui s'appelle Underground Parisien et j'aimerais faire un article. Et il me dit, je te donne mon numéro parce que je vais te parler d'un truc. Ok. Je dis, ok. Et quand je le vois, il me dit, je vais quitter les Little. Ah ouais. Déjà, moi, c'est en mode... en tant que journaliste, t'as déjà exclu. Et il dit, je vais créer un truc, ça s'appelle Time Bomb. Et il me donne la cassette Time Bomb. Donc... Si vous connaissez le rap français, Time Bomb, vous comprenez pourquoi je mets la bombe. Vous savez pourquoi. Exactement. Belle synchronisation. Non, vous savez pourquoi. Là, c'est magnifique. Donc, il me donne la cassette de la compile Time Bomb. Alors que personne n'a entendu. Personne n'a entendu. Et que je ne sais pas ce que j'ai dans les mains. Oui. Toi, tu ne sais pas encore ce que tu vas écouter. Donc moi, je suis chez moi, ça je m'en rappelle, je pourrais jamais oublier. Je suis chez moi, je suis en train d'écrire l'article de l'Underground de mon truc, et je mets la cassette en même temps. Donc tu vois, je mets la cassette et petit fond sonore. Voilà, tu vois, tranquille. Et là, j'entends. Je crois qu'il y a un problème. Et je suis pris dans le truc. Donc, je crois que le premier titre, c'est les X-Men. Donc je remets encore parce que t'imagines. Non, mais c'était fou. Non, c'était fou. C'était fou, tu vois. C'était nouveau flow, nouveau truc. Tu vois ce que je dis? On passe de la préhistoire à l'an 2000, tu vois, en termes de flow, d'écriture, de côté d'image et tout ça, tu vois. Et après, j'entends en fait, c'est le morceau de Diable Rouge
Mais le morceau de Diable Rouge sur la compile commence avec Lioness. Ok. Le ménage à trois. Ok. Donc, t'as un petit bout. Si je m'appelle Mamadou et moi et toi Dominique, lequel de nous deux se fera, c'est par les flics, tu vois. Il y a un petit bout de Lioness qui introduit le morceau. Ok. Truc, c'est ouf, tout ça, etc. Là, j'arrête d'écrire mon truc. J'appelle Olivier. Je dis, hey, je vais être en retard parce que je change complètement ma rubrique. Mais je vais écrire un truc là, je te le ramène, mais je vais être juste un peu en retard. Mais là, je bosse dessus. Il m'a dit, ok, cool et tout. Olivier est toujours cool, tu vois. Et donc, là, j'ai écrit sur direct. Ouais. C'est-à-dire, j'ai jeté ce que je devais faire. Et c'est à écrit un article pour dire qu'il y a un truc qui s'appelle un label Time Bomb qui arrive. Ouais. Ok. Et c'est là que se fait la première connexion. Et du coup, après, c'est que me présente ses associés, donc Riquet et Mars. Ouais. Et après, je rencontre les artistes. Et après, je fais, voilà. C'est comme ça que. Et tu sais pas comment Jean-Pierre, je t'envie. Voilà comment je t'envie. Cette période devait être incroyable. C'était dingue. C'était exceptionnel. En plus, allez, un peu plus tard dans le temps, il devait y avoir un album concept. Time Bomb, avec des solos de tout le monde, des combinaisons et tout. Tu avais un morceau de Oxmo avec Pete, tu avais un gros solo d'Iffy. Enfin bref, tu avais des morceaux. Et moi, j'avais ça et cette cassette n'est jamais sortie. Et ça, tu l'as? Oh ben ouais, je l'avais. Tu l'avais et tu l'as plus? Enfin, je l'ai, mais j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas envie que tu viennes sur mes côtes. Non, t'inquiète, on parlera en off après. Waouh! Ouais, tu vois, il y a plein. En fait, ce qui est intéressant par rapport à cette époque, c'est que c'était tellement foisonnant qu'il y a plein de choses qui ne sortaient pas. Et moi, j'étais le mec qui était connu pour avoir les exclus. Parce que quand j'avais mon émission sur Génération, en fait, je récupérais des exclus entre des potes, entre des ingés de studio. En fait, toi, t'as un coffre-fort avec plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça et tout. Ouais. Et donc, on n'est pas à l'abri demain une compile de Jean-Pierre Sec qui sort avec des inédits jamais entendus. Non, jamais. Moi, je signe. Hein. Moi, je suis prêt à l'écouter. Hein. Jamais. En tout cas, c'était plaisant d'être au milieu de tout ça et de voir tout ça naître et de voir des mecs, tu vois, qui étaient chauds, tu vois. Ouais. Et dès qu'on parlait Zikmu, les mecs écrivaient de ouf, sortaient des flots de malades. En fait, c'est ça, c'est que j'essaye le mieux possible de mettre les mots sur ça, surtout pour les gens qui n'ont pas vécu cette période et qui nous écoutent. Je sais pas si on peut mettre des mots pour se rendre compte à quel point ça devait être en ébullition parce que justement, il y avait tout à faire, tout à créer, toutes les barrières à casser. Ça devait être encore petit, un microcosme, donc tout le monde se connaît, tout le monde se donne de la force. Les DJ comme les rappeurs et les danseurs, ça devait être tellement... C'était... À l'époque, on savait que ce qu'on vivait, c'était chaud quand même. Ouais, vous le sentiez déjà? Ouais, on sentait que c'était quand même particulier parce que il y avait trop de talent, tu vois. Ouais. Quand les Arsenic, ils arrivent la première fois, tu vois, on tripe c'est le baltrap sur les baltringues avec Balesman. Oh, mais bien sûr que ce morceau, bien sûr ce morceau. Ou bien après, tu vois, t'as la compile. L'enfer remonte à la surface. Oh là 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 là. Pandélé, tout ça, etc. 16 rimes, le chargeur est surchargé. Aïe, 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 aïe. Tu vois, il y avait Kazé, il y avait Polo. Enfin, tu vois, tous les sages poètes de la rue. Tu as vu le premier album. Oui. Qu'est-ce qui fait marcher les sages? C'était quand même un truc. Donc, c'était vraiment chaud. Tu vois, c'est pas pour rien. Un truc. Mais c'est pas pour rien que, tu vois, que Driver. En fait, Driver, j'ai vraiment incité à faire du storytelling, tu vois, parce qu'il y avait tellement d'histoires. Ouais. Il y avait tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires qu'on ne doit pas connaître. Ouais, voilà, c'est ça. Tous, que voilà, c'était. En prison, c'était un film. Il y avait des histoires, ça existe que dans les films, en fait. Ouais. Et voilà, mais c'est surtout, il y avait beaucoup de culture en vrai, parce que ça dansait, ça écrivait, ça graffait, ça truc. C'est-à-dire que tout l'écosystème était en train de se créer et c'était chaque jour il y avait devait y avoir des trucs nouveaux, des trucs, et puis comme tu dis, toi t'es le premier journaliste vraiment dans ce domaine-là, parce que il y a pas encore, pour aussi mettre les gens. Après il y a eu les magazines RAP, The Source, il y a eu les magazines RER, Groove, et tout ça qui sont arrivés après, mais ça c'est après. Et j'imagine aussi le regard que tu dois porter aujourd'hui, justement sur cette musique, quand on te dit que cette musique est la première musique de France. C'est extraordinaire. Mais vous devez regarder ça en vous disant, mais c'est trop facile pour les gamins aujourd'hui. Non, je trouve que c'est bizarrement plus dur. Ouais, à cause du streaming. Déjà à cause du streaming, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Ça, maintenant, il y a
beaucoup plus. Maintenant, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est très dur de tirer son épingle du jeu, tu vois. Et parce qu'avant, si tu avais la chance d'être sur une compile ou d'être sur un truc, tu avais une vraie chance. Parce qu'il n'y avait pas 10 compiles qui sortaient dans le mois. En fait, c'est jamais vraiment comparable parce que à chaque époque, il y a ses avantages et ses inconvénients. Tu vois. Par exemple, à l'époque, l'excellence était de rigueur. Tu vois. C'était vraiment ça qui déterminait tout, quoi, tu vois, l'excellence. Il n'y avait que des flows différents et chacun poussait son truc au maximum. Tu vois, il poussait vraiment le curseur au maximum, tu vois. Là, maintenant, il y a peut-être moins cette culture de l'excellence, tu vois. Mais maintenant, ça n'empêche pas qu'il y en a plein, ils sont extraordinairement forts, tu vois. Très, très, très forts. Et c'est tellement difficile de tirer son épingle du jeu et de réussir à faire carrière, tu vois. Mais ça, c'est de tout temps, même, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, non. C'est ça. Chaque période a ses difficultés et a ses forces. C'est ça. Et tu essaies de jouer avec le truc. Mais donc, on a parlé du fait que donc, tu retrouves Brahms. Et donc, tu rencontres Booba. Et justement, comment donc le journaliste qui a une émission de radio devient un fondateur d'un label? Parce que pareil, on revient encore au côté où Jean-Pierre n'a pas d'expérience dans ça. C'est vrai. En plus, limite, je me disais, s'il y a bien un métier que je ne ferais pas, c'est celui-là. Ah ouais, donc avant d'être dedans, quand tu regardes ça de l'extérieur, que tu rencontres des managers de label dans ton parcours de journaliste, tu dis ça... Non, je me disais, ça a l'air compliqué, ça a l'air loin. C'était loin de moi, c'était loin de moi en fait. Enfin, loin. Parce que moi, je côtoyais, mais en tant que journaliste, tu vois. Pas en tant que vraiment acteur du truc et tout. Bah, comment ça se passe, c'est assez particulier encore, tu vois. En fait, quand Booba il est en prison, il est en prison à Bois d'Arcy. Et moi, je suis dans le 78, tu vois, sur Montigny, donc j'étais pas très loin de la prison. Donc j'allais le voir. D'accord. Donc j'allais le voir. Et puis à l'époque, ils ont le projet de monter 45 scientifiques. D'accord. Ali et Géraldo notamment. Et donc Ali me dit, ouais, il faut vraiment que tu le convaincs qu'il accepte de monter le label. Donc, je lui dis, ouais, il faut que tu montes le label, il faut que tu montes le label. À un moment, il me dit, je le monte que si t'es dedans. Ok. Tu vois, parce que moi j'avais sorti ma mixtape Sans d'encre avant, tu vois, où il y avait la connexion avec Lunatic Arsenic, la mixtape avait bien fonctionné et tout ça, tu vois. Et, je me rappelle pochette jaune, non? Exactement. Oui, exactement. Ça, si. Tu vois. Et voilà. Et en fait, il me dit ça. Pareil, j'y crois pas vraiment, tu vois. Je croyais qu'il m'avait dit ça. Ok, donc c'est lui qui dit en fait, je veux bien faire, mais que si toi t'es dedans. Ok. Ouais. Pour mon côté carré, tu vois. Maintenant, moi, je prends pas ça. Je crois pas qu'il. En fait, j'avais pas capté qu'il était sérieux quand il me disait ça. D'accord. Et quand il voit Ali me dit, ah, mais toi, tu m'as pas dit qu'il a dit qu'il était OK si tu es dedans. Je dis, ah, il te l'a dit. Et Ali me regarde en mode, t'abuses de pas me dire ça, tu vois. Mais j'ai dit ça, il te l'a dit en mode, ah, donc. Toi-même, t'as été surpris il était vraiment sérieux, il l'a vraiment dit aux autres aussi, quoi. Voilà. Mais même quand il dit ça, après, j'ai pas vraiment calculé, tu vois. C'est quand il est sorti et qu'on a fait la réunion qu'il a dit, voilà. Moi, je fais que si t'es dedans. Incroyable. Mais en fait, c'est quand même c'est une personne aussi qui sait dénicher des talents quand tu le vois aujourd'hui, sa carrière et tout ce qu'il fait et les talents qu'il a pu faire émerger. Et c'est ça, je pense que déjà, il a dû voir le côté réseau, parce que tu as déjà un réseau en tant que journaliste, tu as un réseau en tant que tu as ton expérience radio, et sûrement il a dû voir le côté pro et professionnel que tu as, et surtout le côté marketing, stratégie, business, il a dû déjà aussi Pourtant, je faisais pas de marketing à l'époque, tu vois. Oui, mais j'étais journaliste. Tu devais déjà peut-être pitcher des idées, pitcher des choses. Tu avais fait la compile. C'est vrai. Tu vois, moi, j'insiste beaucoup sur ces moments-là parce que, tu vois, dans l'intro, j'ai dit aux gens, prenez vos carnets, prenez des notes, parce que moi, c'est ça qui m'impressionne dans ton parcours, c'est de voir à quel point tu as pu rebondir dans des endroits qui n'ont rien à voir avec ce que tu faisais. Et exceller dedans, tu vois. Et c'est là où moi je trouve que tu vois, je sais pas si tu as déjà fait des tests de QI ou des trucs comme ça, mais pour moi je pense que tu es quelqu'un qui doit avoir un quotient intellectuel et très haut. Merci, parce que et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, c'est pour ça que pour moi c'était important de te recevoir, parce que je trouve qu'en termes de stratégie marketing, quand je regarde ce que tu as fait, je me dis non, le mec il a toujours un temps d'avance. Il a toujours un temps d'avance sur ce que les autres font. Et tu vois, pour moi, c'est ça le truc, c'est que tu es journaliste, tu as le truc de radio, tu fais une compilation.
Mec, il fait une compilation. Quelle expérience il a dedans. Ouais, mais moi, tu sais. Ça m'étonnerait pas que tu me dises que t'es rappé, Jean-Pierre, peut-être. Non, j'ai pas rappé. J'ai pas rappé. Est-ce que dans tes cassettes cachées dans le coffre-fort, il n'y a pas des freestyles que t'as lâchés? Non, j'ai jamais été rappeur. Justement, moi, j'ai toujours été le mec qui aimait bien mettre en avant, accompagner, truc et tout. Ouais. Tu vois. Mais tu as ce côté stratégie déjà. Ouais, tu vois. T'as vu, en fait, c'est toujours avec le temps. J'ai fait 2-3 petits trucs, mais juste parce que des potes m'avaient poussé, Ali m'avait poussé sur un truc une fois. Et me dis pas, il y a un morceau, Ali, non, Jean-Pierre. Non, pas du tout. Non, c'était un petit truc et tout. Mais, tu vois, par exemple, quand, à l'époque de la création de 45 Scientifiques, quand j'ai Booba au téléphone, ouais. je dis, mais moi, je suis journaliste. Il me dit, et alors, tu vas pas être journaliste toute ta vie? De toute façon, ton objectif, c'est quoi? Prendre le poste de Cajun? Et quand il m'a dit ça, tu sais, j'avais jamais imaginé la chose comme ça. Ouais. Donc, tu vois, quand tu me dis ça, mais tu vois, moi, replacé dans le contexte, j'étais en mode... Après, je dis, tiens, parce que moi, je me projetais pas. Bah oui, parce que toi, tu arrives dans un univers où, comme tu as dit, tu étais le seul noir dans le truc. Donc, moi, je me projetais pas du tout. Tu te projettes pas à aller prendre le poste là-haut. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit... Tu vois, là, c'était plus lui, en vrai, que Wam, tu vois. Ouais. Et après, et voilà. Et après, par contre, effectivement, à partir du moment où on a commencé, j'ai pris des bouquins et j'ai été les lire. Tu vois, il y a un bouquin qui s'appelle Le producteur de disques, qui était de l'IRMA et tout. Ça, j'ai été le lire, j'ai été comprendre les différents types de contrats, contrats de distrib, contrats de licence. C'est très important que tu dises ça, parce que c'est une constante que tu vois, pour les gens qui suivent vraiment le podcast et qui ont vu les épisodes précédents, c'est une constante qui revient beaucoup avec tous les gens que j'ai reçus et qui connaissent des succès. C'est-à-dire que tu as beaucoup de profils qui font ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne se sont pas formés dedans, c'est pas leur cursus scolaire, c'est pas leur cursus universitaire, mais une fois qu'ils ont compris ce qu'ils veulent faire, ils ont acheté des formations. J'ai eu Philippe Simo d'Investir au Pays qui te dit qu'une fois qu'il a compris que ce qu'il voulait faire, c'était YouTube, son premier réflexe, ça a été d'acheter une formation YouTube. J'ai reçu une personne qui est dans l'immobilier, qui s'appelle Pathé Diallo, mec de cité, qui a aucune formation dans l'immobilier et tout, qui te dit que quand il a compris que c'était ça qu'il voulait faire, il s'est payé des formations. J'ai eu un autre ami, Kai, qui est dans le digital. Et je trouve que c'est très important pour surtout les plus jeunes qui nous écoutent, ou les gens qui sont peut-être dans une phase où ils cherchent un petit peu ce qu'ils veulent faire. À partir du moment où tu trouves ce que tu veux faire, il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi pour se former et pour vraiment décupler son potentiel et son plein potentiel et réussir dans ce qu'on fait. Donc toi, tu achètes un livre, des livres et tu lis. Ah oui, direct. Ouais. Direct. Moi, j'aime maîtriser. Ouais. J'aime maîtriser de quoi je parle. J'aime maîtriser, tout simplement. Donc, j'ai vraiment commencé par ça. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que non seulement il ne faut pas avoir peur, mais c'est le préalable à tout, en fait. Donc, je ne peux pas m'imaginer rentrer, tu vois, attaquer quoi que ce soit, les mains dans les poches et la fleur au fusil. Et je trouve que... Alors moi, mon truc, c'est plus vraiment de lire les bouquins parce que je trouve que c'est encore différent que d'acheter des formations, même si où il y a quelqu'un qui parle. Bien, voilà. Mais je trouve qu'un bouquin, tu vois, ça va rentrer... Quand tu choisis le bon bouquin, il va entrer dans le détail, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Jusqu'à présent, est-ce que si par exemple... Ah oui, moi, jusqu'à maintenant, je fais que acheter. Mes enfants, par exemple, surtout mes filles, elles lisent énormément. Ok. Moi, leur truc, en plus, c'est marrant, tiens. C'est marrant parce que justement, cet été, ma fille, elle m'a dit, papa, là, je peux partir à la bibliothèque tout seul et tout. Elle aime même pas y aller avec son frère et sa sœur. Elle veut prendre ses moments à elle avec elle va à la bibliothèque. Mes enfants, ils me demandent tout le temps. Moi, quand ils me demandent, c'est pour acheter des bouquins. Ah, faudra que tu me donnes ton truc pour que je puisse... Pourtant, j'ai rien fait. Savoir. Ah ouais. Pourtant, j'ai rien fait. Et par contre, effectivement, je leur recommande des bouquins, des trucs, tout ça. C'est surtout dans cette génération qui est très téléphone et qui aient ce côté bouquin. Ouais, moi, ma fille, des fois, quand je lui envoie des vidéos TikTok, elle me dit, mais papa, j'ai pas TikTok. Des fois, je suis même gêné. C'est-à-dire, je lui envoie des vidéos TikTok, c'est elle qui n'a pas TikTok, t'imagines? Elle te dit, papa, arrête avec tes trucs des réseaux sociaux, là. Waouh! Non. Et donc, moi, encore aujourd'hui, moi, c'est que des bouquins. Ouais. Si, par exemple, aujourd'hui, tu as quelque chose sur quoi tu dois faire de la recherche, tu vas préférer aller chercher un livre que d'aller sur peut-être YouTube ou un Je vais préférer le livre ou des écrits. Tu sais, je sais pas, des blogs qui vont être vraiment dédiés. D'accord. En fait, j'aime bien prendre le temps de te poser et de lire et de réfléchir à ce que tu lis. Mais je cherche l'expertise. Ouais.
Tu vois, je veux pas juste un truc de présentation simple, tu vois. J'aime l'expertise. Où ça rentre plus profondément dans le sujet et tout. Ouais. Ok. Parce que je vais toujours me poser des questions. De toute façon, en vrai, on le fait tous naturellement. Hein. Je suis pas non plus un alien. C'est-à-dire que tu vois, tu vas t'intéresser à un sujet, ils vont aborder un point. Après, tu vas cliquer sur un autre lien pour comprendre le truc et tu vas. Mais je préfère avoir ça, tu vois, directement d'avoir à cliquer le moins possible et d'avoir l'expert le plus possible. Par exemple, si je prends l'exemple de Spotify, tu vois, c'est très compliqué de maîtriser Spotify, même encore aujourd'hui, en tant que producteur, tu vois, pour savoir comment ça marche, comment fonctionne l'algorithme. Tu as vu, sur YouTube, on sait comment ça marche. À peu près, oui. Tu vois, on sait à peu près comment ça marche, tu vois. TikTok, c'est compliqué tout le temps et tout, mais par contre, Spotify, les plateformes de streaming, c'est vraiment obscur. C'est totalement obscur. Et ben, il y a un Américain qui a écrit un bouquin, un Américain qui s'appelle Goodrich. Il a écrit un bouquin sur comment réussir sur Spotify et il t'explique vraiment les détails. Précis, tout ça, etc. Et j'aime bien ça, voilà. C'est juste pour maîtriser. Ok, non, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent et de savoir que c'est ça, le côté lecture. Toi, tu préfères le côté lecture et tout. Mais tu vois, c'est pas de la lecture au sens intello du terme, tu vois. C'est dans le sens connaissance et expertise, tu vois. Et après, voilà, parce que j'aime avoir tous les éléments. Et après, comme ça, je peux vraiment, tu vois, les mettre en musique. Tu vois, parce que, par exemple, quand tu fais tes négos, c'est un mix de toutes tes connaissances. Et on dit que l'intelligence, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Donc, tu vois, tu vas emmagasiner plein de choses. Et après, c'est ta façon de les mettre en musique qui te permet de créer des dits différents, d'appréhender les choses différemment, de faire fonctionner tout ton business, voilà, Ok. Et donc, le label 45 Scientifiques se monte. C'est quoi les premières étapes? C'est quoi les premières choses que vous faites? Première chose qu'on fait, c'est une réunion avec Géraldo et Alice chez Géraldo. On définit ce qu'on va faire. D'accord. Tu vois. Ok. Donc voilà, moi j'arrive avec mon stylo et mon papier. Hein, c'est l'époque du stylo et papier. Même aujourd'hui, tu vois, quand j'ai vraiment mes trucs, je prends un stylo et un papier, moi, tu vois. Plus ça que taper sur ordinateur et tout. Et après, on définit tout ce qu'on... Déjà, la première question que je leur pose, c'est qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire? Ok. Donc voilà, les interviews, c'est entre telle heure et telle heure. Moi, je vais aller au sport. Moi, je fais ci. Moi, c'est truc, C'est vraiment ça pour que, tu vois, on fasse des choses qui soient... cohérentes avec chacun. Voilà, c'est ça, exactement. Et à partir de là, on a commencé à construire les choses. Mais vous faites un plan, allez, de l'année? Genre dire, OK, cette année, on voudrait faire tant. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est plus... donc, à partir du moment où on sait ce qu'ils veulent pas faire, donc on va enregistrer l'album. OK, donc la première mission, je veux dire 45 Scientifiques, c'est l'album Mauvais Oeil. OK. C'est ça. D'accord. Vous savez déjà que vous partez dans cette direction. D'accord. Pour faire l'album. OK. Du coup, on sait qu'on va faire l'album, après qu'on va le promouvoir, etc. Donc Géraldo, direct, il dit, faut qu'on parte sur un contrat de distribution. Comme ça, on est complètement indépendant. D'accord. On va faire nos trucs en indé. Maintenant, forcément, moi, tu as vu, j'avais tout mon passé de journaliste et de radio. Voilà, journaliste radio et un truc. Je lisais beaucoup de sources et j'avais tous ces modèles américains. Oui. Donc, il y a plein de trucs qui étaient faits et tout et qui me plaisaient, en fait, tu vois. Et donc, et puis surtout, je voyais toutes les erreurs que les labels indépendants commettaient. D'accord. Tu vois, comme je disais, c'était foisonnant. Donc, il y a plein de gens, par exemple, qui me contactaient à l'époque où j'étais journaliste pour faire des articles. Oui. Et leur album, l'article sortait et les projets sortaient 2, 3, 4 mois après. D'accord. Et souvent, je disais aux gars, mais arrêtez de me contacter beaucoup trop tôt, tu vois. Ouais. Je vais te le faire. Parce que finalement, j'ai fait un coup de lumière sur votre projet, mais il n'est pas disponible. Il n'est même pas disponible, tu vois. Ou bien, tu sais, c'était l'époque où la scène indépendante, elle était puissante. Et la pochette, elle n'est pas bien. C'est indépendant, c'est pas grave. Ça sonne mal, c'est indépendant. Non, c'est pas grave. Donc nous, par exemple, on savait qu'on il fallait du qualitatif. Ouais. Il ne faut pas que quelqu'un puisse dire c'est parce que c'est des indépendants que c'est comme ça. C'est ça. D'accord. Donc nous, on avait un positionnement premium direct. Et puis après, c'est d'appeler le réseau, appeler Xavier Denot pour faire les photos. Donc Xavier Denot, c'est le journaliste phare, le photographe phare du magazine L'Affiche. Okay. Tu vois. Donc avoir une belle pochette, faire des belles photos, faire les bons clips, sur la réalisation de l'album, enregistrer dans des bons studios, faire des bons mix, des bons mastering. On masterisait aux États-Unis, on a masterisé aux États-Unis direct, tu vois. Puis surtout, avant tout, en premier lieu, la qualité de l'album. Non, mais attends. Moi, j'ai une anecdote pour toi. J'ai une anecdote. Okay. L'album Mauvais Oeil, c'est-à-dire que je me souviens exactement
de la première fois que je l'ai entendu. Ok. Mais quand je dis je me souviens exactement, c'est-à-dire que je ferme les yeux, je peux te dire tout. Parce que j'étais en Guyane française. Il y avait des danseurs qui étaient venus de Paris pour faire une prestation, pour faire des cours. Je ne sais plus exactement dans quel cadre ils étaient venus. Ok. Et ils étaient à notre lycée pour des répétitions. Et je me rappelle d'une grande salle, comme un amphithéâtre et tout. Ils sont sur scène, on est derrière. Il n'y a pas beaucoup de monde, la salle est vide. Et ils commencent à faire des répètes, danser et tout. Et là, tu as l'intro de Mauvais Oeil qui rentre. Et je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qui chante. Je ne sais pas qui rappe. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je me souviens juste que l'intro rentre. Deuxième, troisième morceau. Pas le temps pour les regrets. Et je suis là. Je regarde même plus les danseurs. Je suis en train d'essayer de comprendre qui chante. C'est quoi ça? Tu vois, quand on dit qu'ils sont venus comme un ovni dans le rap, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Je n'arrive pas à savoir c'est quoi. Et je suis trop jeune, trop timide pour aller voir les danseurs. Parce que déjà, je comprends même pas que c'est eux qui ont mis un CD et qui font passer ça dans la salle. Okay. Et je crois que 1 ou 2 semaines après, je vais chez le vendeur de disques à Cayenne. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Et dans les sorties de la semaine ou un truc comme ça, je vois il y a des disques de rap, je vois il y a un truc bleu. Je dis ça, c'est quoi? Je prends le casque, comme à l'époque, pour écouter. Tu vois, les casques, t'as le disque, j'appuie. Et là, j'entends l'intro. Et je me souviens que dans le magasin, j'écris, je dis putain, c'est ça! C'est ça, c'est ça, c'est ça. La drogue. Franchement, ils sont arrivés sur nous avec le produit. Incroyable. Je suis allé, j'ai pas posé de questions. J'ai dit au gars, j'achète, je prends. Et je suis rentré à la maison. Et une des plus grandes claques rap que j'ai pris de ma vie. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et que ça m'ait marqué autant. Parce que ce dont je te parle, on est en 2000, 2001. Et jusqu'à présent, je me souviens parfaitement de ce moment. Ça fait plaisir. Non, mais c'est pour ça que je dis, je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, vous vous rendez compte parce que vous avez fait des choses qui n'existaient pas en termes de vente, vous avez vu tout ça, mais de l'impact que vous avez eu sur une génération, je sais pas si vous... C'est pour ça que je te dis, moi, Jean-Pierre Sec, j'entendais ce nom. Pour moi, tu as un nom légendaire. T'es comme un chevalier du Zodiaque. Pour moi, Jean-Pierre Sec, il n'existe pas. Jean-Pierre Sec, pour moi, c'est un gars, t'entends parler de lui, mais il n'existe pas. C'est un fantôme dans le rap game. Tout le monde parle de lui, mais personne ne l'a jamais vu. Tu vois? Donc, pour moi, j'entendais Jean-Pierre Sec, tout ça, nanana. Je me dis, c'est le cerveau qui est derrière tout ça et tout. Donc, non, c'est pour ça que pour moi, c'est un honneur de t'avoir parce que tu te rends pas compte que, oui, il y a les artistes qui nous ont marqués parce qu'on a écouté leurs paroles et tout. Mais tu nous as marqué. Parce que tu vois, on ne te connaissait pas, mais on entendait tellement parler de toi et du côté... Tu vois, à chaque fois qu'on parlait de toi, c'était dans le côté stratégique. Dans les articles qu'on lisait, dans les magazines, quand il y avait des punchlines sur toi ou des trucs comme ça, c'était toujours dans Jean-Pierre Sec, le cerveau, le côté stratégique et tout. Et vraiment, moi, je te voyais comme... C'est une ombre. Tu vois, c'est le mec qui est derrière, c'est une ombre, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas c'est qui, mais il est derrière. Parce que c'était une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, effectivement. On entendait que les gens. Donc après, ça crée un côté énigmatique. Exact. Et puis moi, je suis un personnage de l'ombre. Ouais. Et je me suis jamais vraiment mis en avant. Ouais. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui font que, tu vois. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils compteraient comme à l'époque. Tu aurais continué. J'aurais continué et les gens ne me verraient pas, tu vois. Ouais. J'ai jamais eu la velléité de me mettre devant non plus, tu vois. Ouais. Je suis plutôt... Non, toi, c'était pas... Tu dis, moi, mon taf, c'est ça. C'est ça, je suis pas là, c'est les artistes qui sont devant et tout. Et puis maintenant, on est dans une époque aussi, les gens aiment regarder c'est qui derrière. Ouais. Mais tu vois où ça aurait été intéressant, je pense peut-être à l'époque, s'il y avait eu les réseaux sociaux et tout, parce que finalement... tu as aussi débloqué des portes pour des jeunes qui ne veulent pas devenir artistes, mais qui veulent devenir managers ou qui veulent devenir et de leur montrer que tu peux le faire. Tu peux être issu de là, mais tu peux être excellent dans ça. Et encore plus excellent dans ça quand en plus, tu n'as pas fait de formation. Tu t'es pas formé. Moi, tu dis pas ça en vrai. Tu vois, quand tu fais tes trucs, tu fais. Ouais, bien sûr. Après, avec le temps, effectivement, tu vois les choses. Sur le moment, vous vivez l'instant présent, vous vivez les difficultés du moment. C'est ça. Parce que vu que vous êtes en indépendant, il faut tout faire par vous-même. Donc, j'imagine pas les difficultés que ça a dû être. Surtout que pour les gens, pareil, j'essaie toujours de recontextualiser pour les gens qui nous écoutent. Vous arrivez quand même avec des messages qui sont jamais entendus. Une violence, verbale qui est jamais entendue. Des punchlines et cette dualité entre Booba et Ali qui est jamais vue. Donc, pour la France de cette époque-là, mais ça, c'est quoi ça?
Ouais, tu c'est vois. fou, hein. Donc, j'imagine pas les bâtons Ouais. que vous avez dû avoir dans les jambes et dans les roues. Ouais. Mais on en revient à cette époque du lycée Mhm. où toi, tu as déjà vécu tout ça. C'est pour Donc, ça ça peut pas te faire peur. Ouais. Ces trucs-là. Franchement, on était hyper confiants. Ouais. Vous saviez que vous aviez un truc. Ouais, on savait, on avait confiance. On avait toujours eu confiance en nous. Ouais. Mais est-ce qu'il y a. Je vais dire, il y a. C'est quoi le moment où vous réalisez que c'est bon, on est parti? Est-ce qu'il y a un moment où vous savez que, OK, là, c'est bon, ils ne peuvent plus arrêter la vague? Tu sais, c'est toujours marrant de revenir, tu vois, sur tout ça, etc. Parce que je pense qu'on n'a pas tous vécu de la même manière, déjà, en bien interne, sûr. tu vois. Mais on se dit pas, c'est pas un côté revanchard vis-à-vis des autres. Oui. Ils peuvent pas arrêter, tu vois. Mhm. C'est plus, on est content parce que, tu vois, par exemple, quand l'album sort, ben, il est bien accueilli, on rentre dans le top, il est écouté partout, c'est apprécié, c'est demandé, donc tu vois le truc. Donc tu es content de ça. C'est un mélange de cette satisfaction-là et en même temps de nouveaux défis aussi qui apparaissent. Oui, Parce bien qu'il sûr. faut maintenir la Bien cadence, sûr. il faut maintenir le niveau. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Ouais. Tu vois, il fallait tu vois, aller chercher les 100 000 disques, c'était pas facile. 100 000. On a quand même galéré, tu vois, pour le faire. Parce que ça a démarré fort, après ça retombe. Donc après, c'est comment tu arrives à relancer pour faire les choses, etc. Ouais. Tu vois. Donc, Parce que c'est ça, il faut que comme tu dis, on n'est pas dans cette époque du digital, donc il faut que l'album il voilà, continue à c'est vivre. C'est ça. Parce que aujourd'hui, tu consommes un album en une semaine, Ouais, exactement. 2 semaines, Ouais. max. Ouais. Allez, 1 mois si Ouais. l'album, Ouais. la personne a Ouais. vraiment kiffé l'album. Ouais. À cette période-là, moi, quand j'achète mon album de Lunatic, je le consomme pendant 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, c'est ça qui fait la grande différence. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est de démarrer fort. Mhm. Il y avait une telle attente qui fait le truc, etc. Après, les gens vont être quand même plus accros Ouais. qu'aujourd'hui, tu Ouais. vois, où le nombre fait que... Ouais. Et après, derrière, il faut quand même réussir... après, tu as quand même ce phénomène où tu commences fort, et après, la courbe, elle retombe. C'est Ouais. le cycle de vie du produit, Oui, tu vois. bien sûr. Et ça, réussir à maintenir que ça continue, Ouais. c'est pas évident, Ouais. tu vois. C'était plus facile à l'époque qu'aujourd'hui, tu vois, Ouais. forcément. Et voilà. Donc, tu vois, tu continues à défendre l'album, à pousser le truc, etc. Ouais. Donc, mais... Les 100 000, vous avez des radios qui jouent quand même je ne me rappelle pas à l'époque. On a nos fameux débats avec Skyrock, tu Ouais. vois, sur lequel on a fait des planètes rap qui rentraient pas vraiment, tout ça, etc. Donc, en fait, ça s'est fait sans radio, tu vois. Mhm. Donc, cette période, 45 scientifiques, tu fais Mauvais œil, Mhm. Temps mort. Ouais. Est-ce que tu comptes après, quand Temps mort finit, Après, il y a séparation avec Booba. séparation, ouais. Après, on signe Escobar, Ouais. l'Alco. Ouais. Après, je pars. Ouais. Et voilà. Et après, moi, j'ai créé Olmed. Ok. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est le prochain chapitre. Ouais. Donc, à chaque fois, j'essaye de résumer parce que je veux vraiment que les gens comprennent le parcours de Jean-Pierre Sec. Donc, on revient. Mhm. Journaliste, C'est ça. radio, Oui. émission. Voilà. Tu montes le label 45 scientifiques. Oui. Tu fais 3 ans, 4 Ouais, ans. C'est ça, 3 ans, je crois. Mais c'est 3 ans de folie. Voilà, 3-4 ans de folie, ouais, Trois- c'est ça. Et tu vas mettre là, mais tu m'amènes dans des trucs, Jean-Pierre. C'est-à-dire que même l'album Temps mort, j'imagine assister aux séances studio, mais j'imagine. Ça, c'était un truc de ouf. Non, juste pour le fan de rap. Quand il fait que le hip-hop français repose en paix, mesdames, messieurs. Mais quand tu l'entends la première fois, ce morceau. C'est ouf. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ouf. En fait, L'intro- vous devez vous regarder, vous dire, on va leur faire mal. Non, mais ouais, déjà ça, Ouais. et puis c'est fou. Et tu dis même pas on va leur faire mal, tu vois, c'est ouf en fait, c'est juste ouf. Parce que nous-mêmes, on est les premiers à kiffer le son, Ouais. tu vois ce Ouais. que je veux dire? Les artistes sont premiers. T'es le à kiffer premier dans la son, toi, voiture t'es le à pouvoir rentrer, voilà, à tu mettre vois ça ce que dans je la veux dire, voiture à et kiffer, rouler. tu vois. L'intro, moi, c'est surtout l'intro de Booba. Ouais. Putain d'époque. Putain d'époque, mon pote ici, il faut des putains de dorsaux, un putain de mort. Tu vois? Aïe, aïe, Ça, je aïe. me rappelle que quand je l'avais écouté, j'ai dit, waouh. Ah, mais jusqu'à présent, moi, je pense que je dois facilement Mauvais œil et Temps mort les écouter, 3 fois dans l'année. Ah ouais. ça Ouais, fait jusqu'à plaisir. présent, Ça je dois fait les plaisir. écouter 3 fois dans l'année. et c'est- Même l'intro lunatique. Tu vois, l'intro Ouais, lunatique, on en parlait tout à l'heure, tu Ouais. vois. Ces 2 intros là, franchement. Ouais, légendaire. Ouais, Légendaire. Mais bref, je pourrais en parler pendant des heures. Et Les donc, groupes sanguins, j'aimais beaucoup, tu vois aussi. Oui. La prod, Ouais, le truc, ouais. les gars, tout Ouais. ça, tu vois. non, franchement, bref, je pourrais en parler des heures. Mais on a encore tellement de choses à dire sur la suite de ce que tu as Vas-y. fait qu'on peut pas. Mais Le Ove Show.